Mesdames et messieurs, bonsoir. Les lignes bougent, peut-être un peu trop, à notre goût. Avions-nous tort? Le constat est clair. Les lignes bougent véritablement dans le monde de la culture. Salons, festivals, tout azimut, théâtre, cinéma par-ci, sauvegarde, valorisation, promotion du patrimoine national par-ci, avec en toile de fond le repositionnement de notre pays dans l'espace francophone. Et pour boucler la boucle, année 2014, déclarée année dédiée à la mémoire, à la reconnaissance, au théâtre et au cinéma. Toutes choses qui nous ont amenés à nous poser une seule question: y a-t-il ou alors y aurait-il péril en la demeure dans ce milieu si important quand on sait que la culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout oublié ou alors quand on a tout perdu. Quelles sont les motivations réelles d'un tel bouillonnement culturel? Merci de le savoir en accueillant déjà chez vous celui qui a à charge justement la culture dans notre pays, dans un film de 90 secondes. Vous le découvrirez. Allez, bonjour, ça va bien? Né le 19 avril 1962 à Kwamekro, village de la sous-préfecture de Toumoudi dans la commune de Tahabo, c'est au collège que Maurice Kwaku Bandaman se découvre des talents de futurs écrivains. Il écrivait des poèmes qu'il publiait dans le journal de l'établissement et des pièces de théâtre qu'il mettait lui-même en scène. Il rêvait de devenir écrivain, mais Maurice Bandaman ambitionnait aussi de faire carrière dans une entreprise ou dans une banque. Orienté au lycée technique d'Abidjan, il passe un baccalauréat économique en 1982. Il décide de renoncer à des études en économie pour s'orienter en lettres modernes à l'université d'Abidjan en septembre 1982. Sa rencontre avec Jean-Marie Adiafi, Amadou Kone et Zadi Zaourou, des écrivains déjà célèbres, dont certains ont été ses professeurs, va renforcer son ambition pour l'écriture. En 1987, alors qu'il termine ses études à l'école normale supérieure d'Abidjan, Maurice Bandaman publie Une femme pour une médaille, son premier recueil de nouvelles. Le jeune auteur enseignera les lettres modernes avant d'être appelé en janvier 2000 par le professeur Henriette Dagri-Diabatier, ministre de la Culture et de la Francophonie. Il dirige la sous-direction des arts et de la culture, fonction qu'il occupera pendant 4 mois. De 2000 à 2004, il est le président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire avec son conte romanesque, Le fils de la femme mâle, Maurice Kwaku Bandaman, est depuis l'avènement du docteur Alassane Ouattara à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire en 2011, ministre de la Culture et de la Francophonie. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Traoré Abou. Merci d'avoir accepté l'invitation de la direction générale. Nous sommes heureux de vous accueillir et partager avec vous cette préoccupation. Alors, aussi loin que remontent mes souvenirs, en tout cas, dans ce métier que j'ai embrassé bien longtemps, aussi loin que remontent mes souvenirs, après donc les Graffolies de Henriette Diabaté, vous y étiez, et le premier Massa, je n'ai pu observer autant de bouillonnement culturel. Ai-je tort de penser ainsi? Non, nous sommes tous témoins. Mais vous me permettrez d'abord de remercier l'équipe de production de cette émission et à travers cette équipe, le directeur général de la RTI et toute l'équipe qui anime cette grande institution que j'ai eu le bonheur de diriger en tant que président. Et je vois aussi le bouillonnement et le travail qui est fait à la tête de cette institution. Je suis fier. Et donc, pour revenir à votre question, non, il y a un bouillonnement et je suis heureux. Ce bouillonnement est dû à la volonté des acteurs du secteur de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce bouillonnement est dû à une volonté forte du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire de la culture un des piliers du développement de notre Côte d'Ivoire, de notre pays, en faire un des éléments essentiels de la croissance et de l'émergence de notre pays. Il est entendu que tous les grands pays
Toutes les grandes nations qui se sont développées l'ont réalisé à partir de leur culture, la culture étant le socle sur lequel se construisent les fondations et qui permet une forte croissance, une croissance inclusive et qui crée une paix durable. Monsieur le ministre, premier constat, nous sommes dans votre jardin, mais nous allons le visiter ensemble. Monsieur le ministre, écrivain, on pourrait vous appeler comme ça, parce que vous avez fait beaucoup de choses, hein, monsieur le ministre. Ah oui, bien sûr. On a vu tout à l'heure dans votre présentation. Alors, la démarche de l'émission, vous la connaissez. Vous serez interrogé par 3 confrères. Nous allons commencer avec le premier, c'est Herman Guivet. Il est de Radio Côte d'Ivoire avec lui. Vous parlerez de gouvernance dans votre secteur. Mais sachez également que vous vous prêterez sans doute tout, on le sait, aux préoccupations de Germaine Boni, de Fraternité Matin, avec elle. Vous parlerez de promotion du patrimoine culturel national. Et enfin, avec Ali Diarra-Souba, que vous connaissez bien, qui n'a pas pu se défaire de l'homme d'actualité qu'il est, en tant que présentateur des éditions de 20h sur RTI1, il va rester collé à l'actualité en parlant avec vous de la francophonie et surtout du dernier sommet. Merci, monsieur le ministre. Et puis, vous le savez également, vos compatriotes pourront intervenir dans cette émission et vous interrogeront par téléphone en appelant au 22 40 12 58. Laetitia Manglé s'est fait fort de recueillir les préoccupations. Merci, monsieur le ministre. Herman Guivet, bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre vous écoute. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes bien heureux d'échanger avec vous sur la première articulation de cette émission, pour ce qui relève, n'est-ce pas, des actions réalisées par votre ministère afin de porter haut l'étendard de la culture en Côte d'Ivoire. Mais avant, une question. Pensez-vous réellement que la culture ivoirienne s'exporte bien à l'extérieur? Ah oui, bien sûr que la culture ivoirienne s'exporte dans toutes ses composantes, musique, théâtre, danse. Oui, la musique ivoirienne, la culture ivoirienne dans son ensemble s'exporte très bien. Alors, vous voulez des preuves? Je viens de Dakar et j'ai bien vu que dans les rues, dans les galeries, ce sont des sculptures ivoiriennes, ce sont des masques, ce sont des tableaux de Côte d'Ivoire. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, en Allemagne, une grande exposition itinérante sur l'art premier de Côte d'Ivoire, qui a commencé en Suisse et qui aujourd'hui se trouve à Amsterdam, en Hollande. Cette exposition va continuer jusqu'à Paris. Nous avons en préparation une exposition de l'art ivoirien en Italie et qui pourrait avoir lieu au Vatican. Donc l'art ivoirien, la culture ivoirienne s'exporte très bien. Nos chanteurs, nos musiciens, Magic System, Alpha Bondi et bien d'autres, Mewe et Chikeringa, sont écoutés partout. Dans la sous-région, vous n'allez pas, vous ne pouvez pas aller au Burkina, au Bénin, au Ghana, au Mali, au Sénégal, sans entendre la musique ivoirienne. Monsieur le ministre, si la culture ivoirienne s'exporte aussi bien à l'extérieur, en Côte d'Ivoire, les chants ne sont pas aussi rayonnants. Pour certains acteurs de ce domaine-là, il y a beaucoup de problèmes qu'elle a rencontrés. Nous y viendrons. Mais avant, permettez-moi de vous poser la question qui suit. Existe-t-il un cadre légal, une législation qui protège l'artiste de tous abus? S'il en existe une, quels sont les efforts que vous avez faits depuis votre arrivée à la tête de ce ministère pour améliorer la condition de l'artiste en Côte d'Ivoire? Je dois d'abord dire que la culture, les acteurs culturels, c'est tout le monde. Les artistes, ce sont des écrivains, ce sont des cinéastes, ce sont des chanteurs, ce sont des peintres, ce sont des danseurs. Donc, c'est un monde vaste et tous ceux qui sont artistes, ce sont ceux qui font de l'art. Donc, la Côte d'Ivoire est un pays organisé. Un ministère a été créé pour s'occuper de la culture dans son ensemble et de façon spécifique des corps de métier, comme vous le dites, les artistes, regroupés au sein du Burida. Je parle des artistes musiciens, des écrivains, des peintres, des cinéastes. Tous ces corps sont organisés. Et pour aller à l'essentiel, nous avons fait voter des lois importantes cette année. La loi portant sur la politique culturelle nationale,
et la loi sur le développement de l'industrie cinématographique. La loi sur la politique culturelle est une loi d'orientation, c'est la première loi que nous faisons voter dans ce pays et qui donne des orientations claires, des engagements pris par l'État pour encadrer, pour réglementer le secteur dans tous ses compartiments. Cette loi prévoit des dispositions très fermes pour la création, pour la production, pour la promotion. Cette loi prévoit également des mesures de protection des acteurs du secteur. C'est une loi générale qui va se décliner en des lois spécifiques. Je vous ai parlé de la loi sur le cinéma qui est votée. Il y a la loi sur le livre qui est aujourd'hui bouclée et qui passera bientôt devant les parlementaires. Et il y a la loi sur le droit d'auteur et le droit voisin qui concerne de façon spécifique les artistes et musiciens et la loi sur la copie privée. Donc, la réglementation est en cours, elle est faite en partie, mais elle doit se prolonger pour que le secteur soit totalement réglementé et que rien ne se fasse dans l'informel, de telle sorte que les artistes puissent vivre et qu'ils puissent avoir une protection, une meilleure protection que celle que nous avons aujourd'hui. Monsieur le ministre, vous parlez justement de protection des droits des artistes. Ici, nous marquions une escale à la Maison des artistes, le Burida, pour savoir un peu comment est-ce que les choses évoluent là-bas. Aujourd'hui, le Burida, c'est plus de 3 ans d'état provisoire, hein, aucune assemblée générale, pas d'élection, le blackout. Quel est votre regard sur cette situation? Le Burida, il faut le dire, est une maison dont je suis membre en tant qu'écrivain. Je suis membre de cette institution depuis 1988. Vous voyez, ça, dans 4 ans, ça fera 30 ans que je suis membre de cette association. Donc je suis un doyen de la maison, je la connais très bien. Et quand j'en parle en connaissance de cause. C'est pour ça que je suis ferme avec les artistes et que je ne me laisse pas impressionner. Parce que je connais la maison avant et pendant ce moment, et puis après, maintenant je suis ministre. Donc j'agis dans l'intérêt des artistes, j'agis dans l'intérêt de mes frères, parce que nous sommes membres de la même famille. Le Burida a été créé par l'État de Côte d'Ivoire depuis les années 80 pour protéger les droits des artistes. C'était une société dirigée à l'époque par l'État de Côte d'Ivoire avec un statut d'association. Et elle a évolué. Cette association, gérée de façon totale par l'État qui décidait, qui nommait le directeur général, qui nommait le président du conseil d'administration, je dois dire que de tout le temps, les présidents du conseil d'administration du Burida ont toujours été des artistes. C'était François Mondabi, le premier, après Anouma Kanye, après d'autres artistes sont venus, Paul Wassaba, Valen Guédé, Tanti Oussou, Yagiseli. Et aujourd'hui, à la tête du comité provisoire, Léonard Grobier. J'ai une très bonne mémoire depuis la création de cette maison. Et puis des directeurs nommés par l'État de Côte d'Ivoire. Et les choses ont commencé à piétiner quand il a été décidé que les artistes eux-mêmes gèrent cette maison. C'est une bonne idée pour tenir compte de l'évolution des sociétés de gestion des droits d'auteur. Le principe, c'est que ces maisons soient gérées par leurs sociétaires. Ce sont des sociétés civiles. En droit, une société civile, c'est une société qui est créée par des personnes privées qui s'associent pour mettre en place une société. Elle a sa réglementation. Et c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a voulu pour que les auteurs eux-mêmes gèrent leur maison. Ce qui est une bonne idée. Mais la gestion des droits d'auteur est une gestion spécifique, est une gestion technique, est une gestion de spécialistes. Vous pouvez être un grand artiste, un grand écrivain, un grand cinéaste, sans que vous ayez des compétences pour gérer une société de droits d'auteur. Donc il aurait fallu former, accompagner nos amis pour qu'ils aient une meilleure gestion de cette institution. Ce qui n'a pas été fait. Et cela a créé tous les dysfonctionnements que nous connaissons. Mais de façon spécifique, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. En Afrique, tous les pays, je ne citerai pas des exemples, qui sont engagés dans les droits de société civile n'ont pas réussi.
partout où ça réussit, ce sont des sociétés qui ont une gestion semi-étatique et semi-privée. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas du Maroc, c'est le cas du Burkina Faso. La seule société civile en Afrique qui marche, c'est celle de l'Afrique du Sud. Mais là-bas, nous connaissons l'histoire de l'Afrique du Sud. Donc, nous avons trouvé cette maison en 2011 en difficulté, en crise. Je ne reviendrai pas sur les péripéties, mais nous avons décidé, dans le cadre de la gouvernance recommandée par le chef de l'État, de mettre fin à la saignée qui y avait cours et d'abord de voir clair de façon technique et de façon comptable, de façon administrative. Nous avons donc demandé un audit. L'audit a montré très bien qu'il y avait des déficits cumulés de plus de 5 milliards. Depuis plus de 10 ans, les droits d'auteur n'étaient pas reversés, alors que le cadre de perception et distribution indiquait que seulement 30% des recettes devaient servir au fonctionnement et 70% reversés aux artistes, mais c'était 80%, 90% qui servaient au fonctionnement. Et les artistes avaient environ 5, 12, 20% de perception sur plus de 10 ans. Le bureau d'art était mis en quarantaine par toutes les sociétés de droits d'auteur au monde parce que son fonctionnement était totalement contraire aux règles. Donc cette société a eu, comme on dit, ses relations avec les autres sociétés d'auteurs interrompues, puisqu'il y a des règles de réciprocité. Les artistes étrangers qui jouent ici, quand le bureau d'art perçoit leurs droits, doivent le reverser aux artistes dans les autres pays et dans leur société. C'est comme cela que les autres sociétés peuvent reverser les droits des artistes ivoiriens qui jouent sur le territoire. Ces rapports étaient interrompus. Nous avons sollicité l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMP, pour qu'elle puisse également prendre en charge la conduite de la restructuration de cette maison. Plusieurs missions ont été faites. Nous avons aussi vu d'autres sociétés de droits d'auteur, la CISAC. Donc tout ce que nous avons au monde comme société de droits d'auteur se sont penchés sur le bureau d'art et nous ont proposé des schémas d'action. Et ces schémas d'action, nous les avons mis en place par la mise en place d'un comité provisoire de gestion avec une direction générale provisoire. Vous me direz que le provisoire a trop duré. Depuis 2012. Oui, bien sûr, mais je vous dirai pourquoi. Je vous dirai pourquoi ça a duré. Mais il vaut mieux durer qu'aller dans la précipitation. Nos parents disent que ce sont les femmes qui disent dans la cuisine qui font les meilleures sauces. Monsieur le ministre, Je vais vous répondre. Il n'y a pas de polémique. Nous travaillons de façon... On ne le souhaite pas du tout. Non, non. Et puis, il faut voir les résultats. Nous n'avons pas à tricher. Nous sommes dans un gouvernement où vous ne pouvez pas tricher parce que nous avons un président qui nous gère et qui nous contrôle. Nous rendons compte au gouvernement et ils savent pourquoi. Nous avons un projet de modification du statut du bureau d'art avec une société qui fonctionne selon les normes modernes. Dans le milieu, les règles évoluent très vite. Une société doit être adossée à une loi, et la loi qui réglemente le droit d'auteur date de 1996. Le texte, le décret qui régit le bureau d'art s'appuie sur une loi qui date de 1996. Cette loi de 1996 indique dans cette disposition la gestion d'une société de droit d'auteur. Aujourd'hui, nous avons les droits voisins. Nous avons la copie privée, qui sont des nouvelles dispositions qui sont apparues en temps, mais qui ne sont pas de la loi de 1996. Et donc, le bureau d'art n'est pas juridiquement habilité à gérer ces nouveaux droits. Il faut donc que dans la nouvelle loi, nous mettions toutes ces nouvelles dispositions et que nous tenions compte de l'évolution des sociétés de droit d'auteur. Et cette loi, donc, doit être au niveau des droits des sociétés en France, en Suisse, en Angleterre, partout, puisque ces lois sont contrôlées, chapeautées par des institutions comme l'OMP, comme la CESAC. Donc cette loi est aujourd'hui bouclée, elle est prête. Mais nous sommes en fin d'exercice parlementaire et nous ne va plus l'introduire avant la fin de l'année. Cela dit, ce sont les résultats qui comptent. Parce que les gens se battent pour avoir des postes à tête de bulletin. Je vous informe que même en France, en Europe,
où les sociétés sont de droit civil, l'État contrôle ces sociétés. Très bien. Monsieur le ministre. L'État les contrôle dans leur gestion financière, l'État les contrôle dans leur gestion administrative. Je dois vous donner des résultats, c'est ça qui importe. Donc, monsieur le ministre, on pourrait, si. on pourrait se permettre de dire que non, l'ensemble non. des réformes que vous avez engagées vont permettre au Burida de sortir de la tourmente. Oui, mais elle n'est pas de la tourmente. Aujourd'hui, le Burida fonctionne très bien. Je vous dis, j'ai des résultats, je vais vous les dire. Parce que c'est de ça que les Ivoiriens ont besoin pour savoir comment cette maison fonctionne. Le rôle d'une maison de droit d'auteur, c'est de collecter les droits et de les reverser aux artistes. Monsieur le ministre, Oui. Et sur 10 ans, sur 14 ans, je vais vous dire, de 2000 à 2014, nous avons les chiffres. Les chiffres sont que le Burida ne reversait pas les droits comme il le fallait, ou en très petite quantité, en raison d'une question de gouvernance, où il y avait une compétition des empiètements du périmètre de la direction générale par le conseil d'administration qui considérait que elle devait faire, considérait que c'était à lui de décider. Donc cette intrusion du conseil d'administration dans la gestion quotidienne et les conflits permanents entre direction générale et conseil d'administration entre artistes n'ont pas permis un bon fonctionnement et les droits n'ont pas été payés correctement. Et je dois vous dire, et les chiffres, sont là. Oui. Les chiffres de 2000 à 2010, il était reversé en moyenne 80 à 90 millions de francs par an aux artistes. Je vous donne les chiffres, je peux vous donner un chiffre comme ça. 2009, c'était 56 millions. 2008, c'était 60 millions. 2007, c'était 59 millions. 2004, c'était 63 millions. Et depuis que vous avez pris les choses en main, depuis que j'ai pris les choses en main, oui. C'est près de 2 milliards qui ont été reversés en près de 3 ans. Je dois vous donner les chiffres. Félicitations, monsieur le ministre. Non, je vous donne les chiffres. On a vu les chiffres. Écoutez, non, vous n'avez pas vu les chiffres. Nous sommes devant les Ivoiriens, il faut que je leur parle. Oui. Vous savez, je ne parle pas beaucoup, j'encaisse, je subis, je me fais insulter. Laissez-moi dire aux Ivoiriens ce que nous faisons. S'il vous plaît. On vous donne la parole. Voilà, en 2012, nous avons nommé Mme Vieira à la tête de cette institution fin 2011. Donc, elle a commencé à travailler en 2012. En 2012, elle a été reversée aux artistes, alors que annuellement, c'était moins de 100 millions. Elle a été reversée aux artistes 231 millions 210 000. En 2013, 221 millions. Mais en 2014, nous avons connu un pic parce que en 2011-2013, il fallait structurer la maison. Il fallait faire des dépenses de restructuration et de mission. Et en 2013, ce sera près d'1 milliard qui seront reversés aux artistes. Ils ont déjà perçu 423 millions et dans les jours qui viennent, ce seront environ 700 millions, 710 millions qui seront reversés aux artistes. Ça veut dire que si la maison est gérée avec rigueur, les artistes peuvent tirer des revenus. Monsieur le ministre, on va Donc, noter que ce sont des efforts à voilà ce que je tenais à vous dire. Très bien, merci d'avoir... Le Burida n'est pas de la tourmente. Il y a des gens qui se tourmentent, mais le Burida fonctionne très bien. On va noter que ce sont des efforts Et à je conclus pour dire que la loi, quand elle sera votée, le nouveau Burida sera adossé à cette loi. Et nous allons toujours dans la perspective de la société civile, à savoir que les artistes doivent disposer de leur maison et nous mettre au diapason des sociétés modernes, à savoir que c'est une société libérale, mais nous devons accompagner ces artistes. Très bien. Monsieur le ministre, toujours dans le cadre de la protection des artistes, un autre géant qui tourne de toute sa taille le sommeil des artistes, c'est bien sûr le piratage des œuvres musicales. Alors, vous avez mis sur pied une brigade culturelle qui a mené des actions sporadiques sur l'ensemble du territoire ivoirien en vue de procéder, n'est-ce pas, à la mise sous clé, n'est-ce pas, des contrefacteurs. Alors donc, dites-nous, pour beaucoup d'Ivoiriens, cette brigade reste fantomatique. Pourquoi fantomatique? Parce qu'à à certains carrefours de la ville d'Abidjan, on rencontre encore à ciel ouvert des étals avec des commerçants qui proposent à vil prix des œuvres de l'esprit. Alors, monsieur le ministre, cette brigade est-elle véritablement fantomatique? La brigade a une histoire. Sinon, monsieur le ministre, si elle n'est pas fantomatique, quelles sont les actions et quel bilan à ce jour? Monsieur le ministre, permettez-nous, parce que les téléspectateurs vous ont écouté avec intérêt particulier. Vous avez tenu à clarifier les choses. Merci de les avoir clarifiées. Nous allons faire un détour donc, au téléphone pour prendre les préoccupations
de vos téléspectateurs et téléspectateurs qui nous suivent. Laetitia Manglé, s'il vous plaît, pour que le ministre les note en même temps que nous ses préoccupations. Bonsoir Traoré Abou, bonsoir Monsieur le ministre. Alors la présence du ministre de la Culture sur le plateau suscite de nombreuses réactions au sein de la population ivoirienne. Nous allons donc vous les faire partager par étapes. Un premier lot de 4 préoccupations. Monsieur Kouakou, archiviste, il nous appelle de la commune de Yopougon. Il est membre du syndicat national des professionnels de l'action culturelle et il dit que depuis 6 ans, ils n'ont pas reçu d'indemnité de risque. Alors il aimerait savoir si dans le budget 2015 du ministre de la Culture, ils seront pris en compte. Deuxième préoccupation, monsieur Adé Rémy qui nous appelle d'Abengourou. Alors, il aimerait savoir pourquoi le ministère de la Culture ne fait pas de la création de bibliothèques sa priorité et pourquoi la Bibliothèque nationale peine à être réhabilitée. Ensuite, monsieur Marcel Billet, qui nous appelle de la commune de Cocody, il aimerait savoir quel est le rôle que le ministère joue pour que les arts soient plus présents au niveau du cursus scolaire, c'est-à-dire du primaire jusqu'à l'université en passant par le secondaire. Et deuxième préoccupation, quelle est la présence culturelle au niveau des programmes de la RTI? Voilà, Traoré Abou, le premier lot de questions qu'on peut vous apporter. Merci donc à Laetitia Manglé. Monsieur le ministre, avant que vous nous répondiez à ces 4 questions, nous allons revenir à cette brigade fantomatique, en parenthèse, dont parlait tout à l'heure Reman Guivet. Et puis vous répondrez aux préoccupations des téléspectateurs. Et puis après, vous aurez la charmante Germaine Boni qui vient d'être décorée. Félicitations. Le meilleur travail. Vous échangerez avec elle. A été décorée aujourd'hui dans le cadre du cinquantenaire de Fraternité Matin. Vous échangerez avec elle sur la promotion du patrimoine national. Monsieur le ministre. Très bien. La brigade culturelle a une histoire. Elle a été créée depuis plus de 10 ans. Et il faut dire que cette brigade n'a jamais eu les moyens qu'il le faut pour être efficace. Elle n'avait pas de bureau, elle n'a pas de personnel permanent et les ressources ne sont pas conséquentes. Nous avons réussi à leur trouver un local. Aujourd'hui, ils ont un bureau, la brigade. Et nous œuvrons avec le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour que cette brigade, qui est faite de policiers, soit dotée de personnel permanent et des moyens d'intervention pour qu'elle puisse être efficace. Mais la lutte contre le piratage, ce n'est pas les actions de saisie d'œuvres contrefaisant sur le terrain. C'est un mécanisme et un phénomène beaucoup plus vaste qu'il faut mettre en place. C'est un phénomène, le piratage des œuvres de l'esprit, qui s'est installé pendant plus de 10 ans, qui a profité de la crise pour s'installer. Et nous sommes conscients qu'en 2 ans, en 3 ans, on ne peut pas le régler. Il faut le prendre de façon beaucoup plus complète et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais je dois dire que, d'après les artistes eux-mêmes, depuis quelques actions, quelques moments que nous sommes là, la production au niveau des discographiques en quantité se sont améliorées par rapport à il y a quelques années, mais nous pensons qu'il faut aller plus loin. Aller plus loin, c'est de saisir le phénomène dans toute sa complexité et voir les raisons qui créent le problème du piratage. Pourquoi il y a le piratage? Il y a le piratage parce que nous n'avons pas souvent des espaces ou des lieux de proximité des consommateurs pour s'offrir des œuvres de qualité, des œuvres originales. Vous voulez acheter un CD, vous voulez acheter un DVD, vous devez faire des kilomètres de votre lieu d'habitation à un centre commercial, à un supermarché, alors qu'on peut très bien, à moins d'1 kilomètre, à moins de 2 kilomètres de chez vous, en marchant, trouver un box, trouver un magasin où vous pouvez avoir des livres, des CD, des DVD. Alors, monsieur le ministre, que sont devenus les stickers? Parce qu'ils étaient là aussi pour protéger. Oui, les stickers sont là. Les stickers sont fournis par le Bureau. Quand un producteur va pour déclarer la fabrication de nouveaux produits. Il a envie de produire 1000, 2000, 3000, on lui vend 1000, 2000, 3000 stickers pour authentifier son œuvre. Cela se fait. Et nous avons dans les droits, dans les recettes qui ont été versées, nous avons ce qu'on appelle
les DRM, les droits de reproduction mécanique, le paiement de ces stickers qui constituent une bonne partie des recettes du Bureau-d'État. Donc, ces stickers continuent de fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a encore des productions d'œuvres musicales en Côte d'Ivoire qui sont authentifiées par le Bureau-d'État à travers le stickage des œuvres. Mais nous pensons qu'en rendant les produits disponibles pas loin des consommateurs, nous réduirons les risques de piratage et nous sommes en train de travailler sur ce dossier. Et c'est une des solutions. Une des solutions, parce que le piratage... C'est complexe, je l'ai dit, qu'il n'y a pas que les policiers, c'est un phénomène transfrontière. Les œuvres peuvent venir de l'extérieur, passent par la douane, par les ports, par l'aéroport, par les frontières. Donc, nous avons des séminaires de formation de tous les cadres et les techniciens qui interviennent dans la protection